Et salut tout le monde. Tout à l'heure, j'étais en formation avec mes stagiaires et on a abordé des sujets qui étaient plutôt intéressants. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les partager sur YouTube également. On a parlé de Smart Money Concept, de théorie de dos, de DOM, d'exécution, un petit mélange de tout ça, un petit milkshake de tout ça. Et j'ai décidé de vous mettre directement en ligne. Donc la vidéo qui suit est un extrait d'un des cours que j'ai donné tout à l'heure, même hier plutôt, dans l'une de mes formations. Voilà, tout simplement. Si tu t'intéresses au smart money, je te conseille, j'ai fait une vidéo sur le smart money. Donc dedans, je reprends tous les concepts du smart money. Je fais un petit comparatif avec ce que moi je fais également. Et tu auras aussi la vision de Marc, qui est un utilisateur du smart money. Donc tu verras Ok. un petit peu tout ce truc-là et comment comment on voit les choses. Et le smart money, pour moi, est très intéressant pour quelqu'un qui débute. Je vais pas dire que voilà d'aller regarder des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit parce que sur YouTube tu verras de tout et n'importe quoi. Et il y a des choses qui sont totalement incohérentes avec aucun intérêt. Voilà. En fait, le problème du smart money, en tout cas c'est vraiment l'idée que j'en ai. Ça fait 5 ans que c'est sorti un petit peu et que ça fait 5 ans que c'est mis en avant énormément. Ça a 130 ans à peu près. C'est Wyckoff qui a inventé le smart money. Donc, c'est à peu près 130 ans, hein. Je sais plus exactement les dates, mais c'est entre 105 et 130, hein, je sais plus. Donc, tu vas me dire, ça fait une grosse échelle de temps, mais c'était il y a longtemps aussi, hein, donc il faut pas m'en Ouais. vouloir. Euh, donc, concrètement, effectivement, donc Wyckoff a inventé ce concept-là. Il a repris la théorie de dos de Charles Dos. Donc, la théorie de dos avec les points hauts de plus en plus hauts, les points bas de plus en plus hauts. Et donc là, tu as une théorie de dos où les points bas de plus en plus bas et les points hauts de plus en plus bas. Et tu as t'as une tendance vendeuse. Ce que moi, je vois et de la manière que moi, j'interprète les choses, dans le marché, la théorie de dos, c'est très bien. C'est ce que tu as ici. Tu vois, par exemple, là, on a une théorie de dos. Je vais te la dessiner. Ici, si tu regardes bien dans le marché, tu as des points hauts, des points bas, et on aligne les points hauts, les points bas, les points hauts, les points bas, les points hauts, les points bas, les points hauts, les points bas. Donc on voit bien qu'on a des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. On est d'accord? Tu me suis? Hmm. Et donc là, on est dans une théorie de dos vendeuse. Mais le smart money, ils ont inclus ce concept-là. Et en fait, ce qu'ils ont rajouté, c'est de dire que dans certaines zones bien spécifiques, tu vois, à chaque fois, en fait, on a eu des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes. Bon, je te le schématise très grossièrement, hein. Eh ben, dans chacune de ces zones, ici, en fait, sur la fin de la tendance, tu peux avoir un underblock. C'est un petit peu les dernières bougies de la tendance acheteuse. Et ça sous-entend que si le marché revient dans cette zone-là, il devrait repartir à la baisse. Parce que dans cette zone-là, tu vas avoir un bloc d'ordre qui va être envoyé dans le marché et qui va te valider le fait que le marché redescende. Donc c'est intéressant. L'idée, le concept est intéressant. Maintenant, dans la réalité, quand même jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe dans ton DOM sur les fameuses zones. Et là, tu verras s'il y a une vraie cohérence. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Pareil pour les zones basses. Tu dois avoir des underblocks également dans toutes les zones basses. Donc, si le marché revient, il reteste un ancien underblock qui rebondit, etc. Il fait des allers-retours. S'il franchit, on change de structure. C'est-à-dire que, par exemple, si là, on continue à descendre systématiquement, on franchit le plus bas précédent. Donc, on a un plus bas que le plus bas précédent. C'est un boss. En fait, c'est un break of structure. Ça veut dire qu'on a franchi, on continue la structure. On continue à être vendeur. Donc, on part vendeur, on continue à être vendeur. Et dans l'autre sens, hypothétiquement, le marché déciderait de repartir à la hausse. S'il part à la hausse et qu'il vient franchir le plus haut précédent, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un shosh. Et un shosh, c'est un changement de structure. Officiellement, dans la théorie de dos, tout simplement, hein, si dans la théorie de dos, on te dit qu'on forme un nouveau plus haut, mais le plus haut est plus haut que le plus haut précédent, à ce moment-là, on change de structure. Donc, c'est exactement ce que dit la théorie, le smart money concept. On est dans une théorie de dos avec un retour potentiel qui nous ramène en l'air. Mais ça, pour faire ça, t'as pas besoin de. Enfin,
En fait, je me rends compte là qu'inconsciemment, jeudi, j'ai fait ça, mais en focalisant juste sur le DOM. Ouais, En fait, mais tu peux. En fait, tu peux. ok. Tu peux. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ton graphique, il est bien joli, il est bien gentil, ton graphique. Ouais, j'ai peut-être un peu trop supprimé. Hop, ton graphique, il est bien beau, il est bien gentil. Moi, j'ai pas de problématique avec tout ça. Pour moi, ton graphique doit t'aider à déterminer dans quel sens le marché est en train d'évoluer. Est-ce qu'on a réellement une tendance vendeuse ou une tendance acheteuse? Tu vois, ça, c'est intéressant. Comment tu le détermines? Juste en observant tes points hauts et de voir bien que tes points hauts sont, ton dernier point haut doit être plus bas que le point haut précédent. Et si tu cherches une confirmation, c'est ton nouveau plus bas doit être plus bas que ton plus bas précédent. Si tu as ton plus haut qui est plus bas que le plus haut précédent et ton plus bas actuel qui est plus bas que le plus bas précédent, hein, tu m'as compris. Hmm. Donc à ce moment-là, on est bel et bien dans une tendance vendeuse. Du moment que tu as une modification de cette partie, de cette structure-là, c'est-à-dire qu'on va former un nouveau plus haut qui sera plus haut que le plus haut précédent, et avec un nouveau plus bas qui sera éventuellement plus haut que le plus bas précédent. Donc, par exemple, le marché aurait descendu ici et après il remonte. Donc, on se retrouve avec un plus bas ici qui est plus haut que le plus bas précédent. Et on se retrouve avec un plus haut ici qui est plus haut que le plus bas précédent, que le plus haut précédent. À ce moment-là, on a un changement de structure et donc là, on est reparti à la hausse. Et c'est la base de la base de la base de la base de la théorie d'eau. Et ça fonctionne très bien. À ça, tu as, à mon sens, à moi, on peut y rajouter les concepts de liquidité à l'intérieur. Si tu fais ça, les concepts de liquidité, c'est qu'on on va y ajouter ce qu'on appelle le smart money concept. Donc, la vidéo sur le smart money concept que moi j'ai fait, à mon avis, elle est intéressante. Elle te permet d'avoir une vision un peu plus moins gourou d'Internet, hein, et plus réaliste. Et en même temps, à ça, tu peux y ajouter les informations que tu as dans le DOM. Parce que dans le DOM, en parlant de concept de liquidité, tu as la liquidité vendeuse, elle est ici, et la liquidité acheteuse, elle est ici. Ce sont les propositions de vente des vendeurs pour les acheteurs. Et ici, c'est la proposition d'achat pour les vendeurs. Donc, ce sont des concepts de liquidité qui sont intéressantes parce que ces liquidités-là se retranscrivent ici sur le côté, donc en liaison directe avec des prix par rapport à ton graphique. Donc, tu peux observer des zones où il y a réellement des zones de liquidité plus importantes que d'autres dans ton graphique. La question, c'est que quand tu as une grosse ligne dans le marché, dans ton DOM, tu as une grosse ligne dans ton marché, cette grosse ligne, elle fait office de support ou de résistance, ça dépend dans quel sens on est. Effectivement, si je regarde moi ici là le marché, je supprime un peu tout. Ici, tu vois que tu as une très grosse ligne vendeuse. Cette très grosse ligne acheteuse, mais c'est une proposition de liquidité pour les vendeurs. Donc cette grosse ligne-là, le marché est en train de se diriger dessus. Il peut très bien cogner ici. Il y a deux solutions. Soit il franchit la ligne, et à ce moment-là, il a franchi son support ou sa résistance. Et s'il a correctement franchi, il peut continuer à descendre progressivement jusqu'à la prochaine ligne de support. En fait, ici représente ton S1, donc ton premier support, et ici correspondra à ton S2, ton deuxième support. Et au même titre, une fois que tu as tapé ici, il y a la solution, il y a le risque qui rebondisse sur le support pour revenir sur une résistance, R1 ou R2. Donc en fin de compte, c'est juste une balade entre les supports et les résistances. Mais officiellement, le marché le fait déjà dans le graphique. Dans le graphique, quand tu as, alors là on a fait de travers, mais quand tu as un espèce de range comme ça, c'est justement parce qu'on a fait ta R1 en bas et ta S1, excuse-moi, en bas, et ta R1 au-dessus. Donc l'idée, c'est que le marché se balade entre ton support et ta résistance. Quand tu fais du volume profile, du market profile, etc., c'est plus ou moins, on essaie de borner en fait le marché pour dire que ici, c'est 70% des transactions. Si dans cette zone-là, tu as 70% des transactions, le marché va se balader à l'intérieur de ces 70% de transactions.
Donc, en fait, tu utilises le volume et le market profile pour déterminer ces zones, pour dire c'est dans cette zone-là où on va pouvoir travailler. Donc, tout reste lié en fin de compte. Dans le DOM, c'est un moyen minimaliste pour trouver des zones de support ou de résistance qui vont attirer fortement le prix, au même titre que ton range, la zone haute ou la zone basse attire ton prix. Dans ton DOM, t'as ta grosse ligne ici, ben, le marché va les promener vers la grosse ligne et vers la grosse ligne. Donc, il promène dans les grosses lignes. S'il franchit S1, il ira chercher S2. Et s'il ne franchit pas réellement S1, il peut très bien rebondir dessus pour revenir aller chercher R1. Et s'il franchit R1, ben, il ira chercher R2. Donc en fait, il se promène. Il se promène. R1, S1, ça vous connaissez, hein, c'est support résistance, hein, c'est tout, pas plus. Ouais. Donc c'est juste en fait une vision. Et la théorie de dos reprend la même chose. Sauf que sur la théorie de dos, au lieu de dire que le marché est en range, on cherche des couloirs vendeurs ou acheteurs. C'est t'as ton plus haut, t'as ton plus bas, et en fait tu dois aligner ce genre de mouvement. Donc tu as des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et là, tu es dans une tendance vendeuse, confirmée. Si à un moment donné, tu as un des deux, par exemple, on ne serait pas descendu aussi bas, mais on aurait fermé ici, tu aurais eu un plus bas ici qui était pas aussi, comment dire, qui n'aurait pas été plus bas que le plus bas précédent, voilà. Ben là, tu as un signal te disant méfie-toi, fais attention. Il y a peut-être un signe de retournement. Et en fin de compte, ce genre de petits signaux-là, ben nous, on les voit autrement. Prends une tasse avec Hans. C'est quoi une tasse avec Hans? C'est que le marché ici est descendu, est remonté, est redescendu. On va dire qu'il est descendu jusqu'à ce niveau-là. Il a rebondi. Et là, tu as ta tasse, ta Hans. On franchit ta ligne de coup. Ta ligne de coup, c'est en fin de compte ton ancien plus haut. On le franchit, le marché part à la hausse. On a deux types de mesures. Soit on prend la mesure qui est ici, qu'on a reportée ici. Soit si tu suis la théorie de dos, on partira sur le principe que ici, c'est R1 et ici, c'est R2. Donc l'idée, c'est de venir aller chercher déjà R2 dans un premier temps. Mais en fin de compte, dans le trading, on voit souvent que cet effet de balançoire, hein, c'est la descente qui est ici. Toute la descente qu'on a eue a donné une certaine force au marché et est susceptible de pouvoir être reportée au-dessus. C'est pour ça qu'on va mettre un 0 ici et un 100 ici. Mais en fait, c'est juste parce qu'on a reporté la profondeur du marché par rapport à cette ligne-là. On part sur le principe que le marché, tout ce qu'il a donné dans un sens, il va le donner dans l'autre sens. C'est un petit peu comme si on cherchait à annuler une force dans le marché. Tu as eu beaucoup de forces vendeuses. Pour annuler cette force vendeuse, on va chercher à avoir l'équivalence en force acheteuse. Alors, dans la réalité, ça ne fait pas exactement ça. C'est pour ça que nous, on a divisé entre le 0, le 25, le 50, le 75, le 100, parce que ça nous permet d'établir certains niveaux de blocage dans le marché susceptibles d'arrêter le marché, si tu veux. En tout cas, de le faire ralentir. Parce que le marché va se comporter. En fait, il y a un fonctionnement humain à l'intérieur de chaque mouvement. Et ce fonctionnement humain, c'est de dire, ben là, on est arrivé à 50%, donc je vais sortir une partie de mes bénéfices. Donc, si je sors une partie de mes bénéfices, tu vas te retrouver avec plus d'ordres vendeurs qu'acheteurs sur un moment précis dans la stratégie acheteuse. Mais si tu te retrouves avec plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché respire mécaniquement. Donc, c'est une respiration mécanique. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a établi différentes zones, parce que le comportement du marché va être différent suivant les zones dans lesquelles tu te trouves. Et ça, c'est en fin de compte, tu vois que on ajuste dans la façon qu'on comprend pour trader. Tu as la théorie de dos, c'est la base. Elle est irréfutable, c'est la base. Les figures du trading, c'est quoi? C'est une extension de la théorie de dos. Elle te donne, les figures du trading te donnent juste une vision, le disant, ben, là, il y a une configuration qui suppose qu'on pourrait repartir à l'achat. Donc, on était vendeur, on risque de casser la structure, on repart vendeur, acheteur. Donc, du coup, il y a un risque de changement de structure à ce niveau-là, parce qu'on a cette configuration à ce moment. Donc, en fait, la figure du trading te permet juste de te dire, on est en train de avoir une configuration de retournement ou de continuation. Ça dépend des stratégies que tu as sous tes yeux. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et en fait, c'est ça qu'on va chercher. Donc, tu es à soit une continuation, soit un retournement.
Donc, et ces figures, c'est ce qu'elles te donnent en fin de compte comme info. Soit une configuration de retournement, comme là avec ma petite TE toute pourrie au milieu, ma petite tasse avec anse au milieu, mais pareil avec l'OTE, pareil avec d'autres configurations. C'est justement parce qu'on a trouvé dans cette zone-là un risque que le marché fasse demi-tour. Et tu couples ça avec le smart money, où tu vois que les anciens plus hauts sont des zones de perturbation dans le marché, où ces zones-là sont susceptibles d'attirer plus d'investisseurs pour se positionner à la vente. Pourquoi? Ben parce que si tu regardes déjà le volume profile ou le market profile, peut-être que dans cette zone-là, on est dans les 70% de là où il y a eu le plus de transactions. Donc, si on est dans cette zone-là, le marché, étant donné qu'il va ranger, on dit déjà que le marché a tendance à ranger plus de 70% du temps, ben forcément, ça te donne un niveau où le marché risque de ranger quand il va revenir dans cette zone. Et donc, il risque de repartir à la baisse. D'accord. Et si tu cherches du concret, tu vas chercher une zone bien spécifique qu'on appellera un order block. Et dans cette zone-là, il est censé avoir des ordres de liquidité. Et donc, beaucoup d'ordres de liquidité. Ici, en fin de compte, tu es censé avoir des sell limites. Mais il y a deux solutions. C'est soit que c'est des entrées de position, tes sell limites, soit c'est des sorties. Regarde ce que je te disais tout à l'heure. Imaginons que ici tu avais la tasse, ta anse. On part à l'achat. Je t'ai dit qu'on allait prendre cette mesure-là et qu'on allait la reproduire au-dessus. Mais il y a un point sur lequel il va falloir faire attention, c'est cette zone. Parce que c'est l'ancien plus haut. Est-ce qu'on va le franchir ou est-ce qu'on va pas le franchir? Si tu as peur de pas le franchir, tu vas mettre une sortie de position. Mais si tu mets une sortie de position, t'es pas un institutionnel, mais tu vas mettre une sortie de position. Ta sortie de position que tu vas mettre ici sera un sell limite, ici. Donc un ordre de liquidité dans le marché. Donc ici, tu as des gens qui vont soit rentrer en position dans une stratégie vendeuse à cette zone-là, soit un risque de respiration mécanique, parce que beaucoup de personnes auront jugé que le marché risque d'avoir du mal à franchir ce niveau, donc on va sortir à ce niveau. Mais pour sortir, ils enverront des sell limites qui seront positionnés ici, et donc ils laisseront plus d'ordre limite dans le marché. S'il y a plus d'ordre limite dans le marché, si à un moment donné ici il y a 200 lots, je vais dire une bêtise, mais le marché, il va falloir qu'il monte, qu'il tape cette ligne avec les 200 lots et qu'il ait plus de contrepartie ici pour choper l'intégralité des lots qui ont été proposés à la vente pour pouvoir continuer à progresser. Mais si on n'a pas l'intégralité des lots qui ont été proposés à la vente dans cette zone-là, si on n'a pas l'intégralité de la contrepartie des ordres qui sont ici pour absorber la totalité des lots qui ont été proposés à la vente dans cette zone-là, ben, à ce moment-là, on n'arrivera pas à franchir. Donc le marché fera demi-tour. Et ça, c'est un concept qui n'est pas compris par le smart money concept. Enfin, c'est bizarre de dire que c'est pas un... Bon, vous avez compris l'idée. Parce que en fait, eux, ils s'arrêtent sur le fait que c'est forcément des institutionnels qui vont rentrer en position dans ces zones-là. Mais en fait, ce ne sont pas forcément des entrées, ça peut être également des sorties de position. Parce que si dans cette zone, tu juges qu'on risque d'avoir du mal à la franchir, parce que c'est un ancien plus haut, on est le premier à le faire, moi le premier. Quand on arrive sur un ancien plus haut, je me prépare mes sorties de position. Et donc, si je prépare ma sortie de position, je suis un parmi tant d'autres. Et si on est tous à préparer nos sorties de position dans la même zone, ben forcément, on voit plus d'ordre limite dans le marché. Et donc, forcément, ben, il va falloir franchir cette zone, qui va être plus difficile à franchir parce que tout dépendra de la contrepartie qu'il y a dans le marché. Donc, des gens qui vont être stimulés à l'achat pour se dire, ah non, mais moi, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, je veux rentrer ici, acheteur. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, il faut qu'il y ait suffisamment d'acheteurs qui compensent les lots qui ont été proposés en liquidité dans le marché. Sinon, le marché n'arrivera pas à progresser. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs dans cette zone, ben, le marché va bloquer sur ce niveau-là. Et donc, du coup, on jouera sur la contrepartie vendeuse. Et si on a plus de contrepartie vendeuse que de liquidité acheteuse, le marché finira par refaire demi-tour. C'est tout con. Bon, c'est tout con. Ça paraît une grosse explication. Peut-être que je reviendrai dessus. On prendra le temps de rediscuter si vous voulez de ça. Mais pour moi, en fait, c'est logique.
Tout à l'heure, l'autre jour, je vous avais parlé d'un range. Vous avez un range que le marché il se balade dans le range et des ordres qui sont positionnés au-dessus ou en dessous, qui sont en fin de compte les ordres pour les gens qui vont se positionner à l'achat ou les gens qui vont se positionner à la vente dans cette zone ici. Et leur SL va être, dans leur SL, va être forcément des ordres buy, stop. Et que ces ordres buy, stop sont également les ordres des acheteurs qui vont se positionner pour prendre la position acheteuse. Ils envoient aussi des buy, stop. Donc, dans cette zone-là, tu te retrouves avec beaucoup plus d'ordres buy, stop. Et pareil pour cette zone-là, mais ça sera des sell stop. Mais dans l'idée, c'est la même chose. Donc, en fin de compte, les ordres qui ont été positionnés à la sortie du range sont soit des buy stop, soit des sell stop. Ça dépend dans quel sens tu te trouves dans ton range. Ben, là, tu as le même type de configuration, mais sauf que là, on parle pas des buy stop, on va parler des sell limit dans cette zone. Et ben, c'est pareil, c'est le même cas de figure quand tu es sur la zone basse de ton couloir vendeur, si tu veux, où les mecs ici tu vas vouloir sortir d'une position vendeuse. Pour sortir d'une position vendeuse, tu vas forcément envoyer un buy. Si tu envoies un buy, ça sera forcément un buy limit. Et donc, les buy limits seront positionnés dans cette colonne, dans ton DOM, ce qui augmentera la quantité de lot qui a été proposée à l'achat pour les vendeurs. Et donc, il te faudra une contrepartie ici plus importante que les lots qui ont été proposés ici pour pouvoir casser cette barrière et continuer à descendre. Et si c'est pas le cas, on rebondira dessus. Donc, c'est pas forcément une manipulation de marché comme on entend sur Internet. C'est pour ça que ce qui manque sur la partie smart money concept sur Internet, c'est une compréhension des ordres qui sont envoyés dans le marché et le pourquoi du comment. Parce que l'argument qui est défendu systématiquement sur Internet, c'est que les fonds d'investissement sont les méchants, les fonds d'investissement font de la manipulation de marché, les banques font de la manipulation, les banques font officiellement, ils n'ont pas le droit. Alors, des fois, il y a des dérapages. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des manipulations. On ne peut pas dire que 100% des gens qui sont sur Internet, des banques qui sont sur Internet, ne font pas de manipulation. 100%, c'est faux. 100% voilà, il n'y a pas 100% de banques qui font de la manipulation. 100% des trades qui ont été envoyés dans le marché, il y a comme un filtre, je sais pas comment je peux dire ça. Voilà, on ne va pas dire qu'il y a zéro manipulation dans le marché. Il y en a de temps en temps qui passent en travers le filtre. Mais officiellement, il y a beaucoup de réglementations aujourd'hui sur les banques, et je suis bien placé pour vous le dire, hein, pour les banques n'ont pas le droit de faire de la manipulation. Et si demain ils se font choper, elles morfent. Donc elles n'ont pas l'intérêt de le faire. Donc ça arrive de temps en temps des cas isolés où des traders ont voulu se la jouer un peu trop et qu'ils ont dérapé. Mais en règle générale, les traders sont soumis à des réglementations et ils n'ont pas le droit de faire des manipulations de marché. Donc officiellement, une banque ne le fait pas. Un fonds d'investissement, c'est différent, ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Mais une banque, elle n'est pas soumise, elle est soumise à des réglementations qui l'obligent à être, à pas faire les charlots sur Internet. Bref, dans cette idée-là, on va aller encore plus loin que ça. Tout ce qui est sur Internet et sur le smart money, par exemple, c'est une vision en disant ce que font le smart money, c'est que les banques, le marché est fractal, et donc s'il est fractal, les stratégies tout ce que vous voyez en grand se reproduit en petit. Donc ça sous-entend forcément que les fonds d'investissement vont également jouer dans des unités de temps petites et pas forcément que dans des grosses unités de temps. La plupart des fonds d'investissement, ils travaillent à la semaine ou ils travaillent sur 2, 3 jours. C'est très rare. Je dis pas que c'est pas impossible. Moi-même, on le fait. Mais la plupart des fonds d'investissement trade sur des unités de temps plus longues. Pourquoi? Parce que si tu rentres avec beaucoup d'argent dans le marché, il te faut chercher des amplitudes importantes pour pouvoir avoir suffisamment de cash flow, en fait, de volatilité pour que l'opération soit rentable. Donc, aller prendre des toutes petites opérations quand tu rentres très lourd, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est aussi un petit piège
en termes de discussion, parce que le fonds d'investissement va se baser sur des informations qu'il voit sur des unités de temps plus larges et pas forcément sur du 1 minute ou du 30 secondes comme certains font sur les réseaux. Alors, rien à voir. Donc ça, il faut faire attention. Euh, euh, et de toute manière, on le voit bien, hein. Regardez le RTY, là, la ligne des 200 lots qui apparaît régulièrement sur le RTY. On voit qu'elle se déplace. Et si elle n'a pas été touchée dans la journée, tu vois que le lendemain, elle est toujours là. Et le marché continue à progresser pour aller la chercher. Et des fois, ça met 1 à 2 jours pour aller la chercher, cette ligne. Ça ne veut pas dire qu'on va la chercher forcément dans la journée. Par contre, une fois qu'elle est touchée, le marché va réagir et se replacer différemment. Mais dans l'idée, cette ligne, en tout cas, on peut aller la chercher sur une plus longue période et pas forcément sur une journée. Non. On va devoir arrêter cette partie, même si je trouve ça très intéressant. Et pour le coup, c'est un petit peu 15h19, on va se retrouver un peu à la bourse sur l'Open. Ça va, je suis pas allé trop vite pour ces trucs-là. Non, ça, c'est intéressant. Très Non, ça intéressant. va. Ça va? Non. Si vous avez besoin, on en reparlera plus tranquillement. Allez, hop, ça, je supprime tout. Je vais te remettre ton ordinateur en configuration normale parce que là, tu as tout qui est figé sur ton ordi. On est arrivé au bout de cette vidéo, hein, une vidéo d'extrait. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez, la petite cloche. C'est important parce que je vais mettre beaucoup d'autres vidéos dans le même genre avec pas mal de détails, pas mal de choses qui pourront vous aider à évoluer dans le milieu du trading, de la bourse ou de la finance. Donc profitez-en. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, à plus.